Voilà, mon nom est José Riga et je vais vous raconter mon histoire. Bonjour, José Riga. Bonjour. Avant toute chose, comment vas-tu? Très bien, très bien. Je te remercie, tout va bien. Le temps est de la partie, donc voilà, et on va parler foot surtout. Et surtout, on est dans un bel endroit qui aura marqué toute ta carrière. Oui, en effet, c'est presque ma deuxième maison, quoi, finalement. Et d'autant plus qu'il n'y a pas grand-chose qui a vraiment changé. C'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi propre. Voilà, c'est un endroit, comme tu dis, qui a marqué ma carrière parce que c'est ici que j'ai découvert le niveau national. Voilà, et avec quand même deux montées. Et donc voilà, forcément, il y a beaucoup de bonnes choses. Oui, on va en parler durant toute cette vidéo, mais avant toute chose, il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas. Oui. Et t'es qui, toi, José Riga, en quelques mots? Ben voilà, je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai déjà 4 petits-enfants et j'habite la région, j'habite Hermal-sous-Argenteau. Et donc, oui, je suis issu d'une famille de 4 enfants, donc fils d'ouvrier, et puis j'ai fait des études d'informatique. Et donc j'ai commencé par travailler chez AXA comme responsable de projet informatique. Et parallèlement à ça, on y reviendra, j'ai commencé ma carrière de coach. Donc voilà, vous voyez, un gars de la région, je pense simple, voilà. J'ai lu dans une interview que tu disais que tu étais un self-made man, un homme qui s'était fait tout seul. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer d'où t'est venue cette idée de devenir coach? Oui, en fait, ce n'était pas une préoccupation, mais peut-être qu'il y avait déjà des indices en tant que joueur. Pourquoi? Parce que bon, j'ai commencé comme attaquant, et puis ailier, et puis numéro 10, et puis je suis redescendu au milieu de terrain, je suis devenu capitaine. Peut-être qu'il y avait des indices aussi, et quand on est capitaine en général, c'est parce que voilà, on a un peu une référence sur le terrain. Et puis finalement, vers 31 ans, j'étais blessé, donc j'ai dû arrêter ma carrière. Et la proposition est venue d'un ancien du Standard, Jean-Claude Marsin, qui entraînait l'équipe de Hakour en 2e provinciale, qui a dit au président, ne cherchez pas un coach, vous en avez un. Et donc voilà, là j'ai mis le pied à l'étrier, je dirais. Je ne vais pas dire sans grande conviction, mais je me rappelle mon père qui me disait, arrête ça, tu n'auras que des emmerdes, etc., etc. Mais j'ai mis le pied à l'étrier, puis j'y ai pris goût. Et donc voilà, je suis passé d'un club à l'autre, 2e provinciale, 1re provinciale, pour finalement atterrir à Visé. Je dis self-made man parce que, à part quelques entraîneurs ici à Visé, dont Paul Henry, etc., qui m'ont inspiré surtout dans le comportement, moi, n'étant pas ancien joueur professionnel, je n'ai pas eu d'entraîneurs vraiment qui m'ont inspiré. Donc, je me suis constitué, je dirais, ma connaissance, d'abord en restant moi-même, parce que ça, c'est la condition vraiment, à mon avis, pour réussir. Et en m'intéressant à tout ce qui concernait le football, en regardant un petit peu tel entraîneur, ce qu'il faisait, ceci, et forcément en expérimentant toi-même. Parce que finalement, les meilleurs entraînements sont souvent ceux que tu conçois, avec un objectif bien précis. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que je suis un self-made man. Je suis resté moi-même en tant que personnalité, mais par contre, je me suis inspiré de ce qui me ressemblait le plus. Voilà. Tu me disais en off que tu consommais encore énormément de football. Quelle est la place du foot dans ta vie? Tu es un vrai passionné. C'est très possessif, le foot. Et c'est vrai que sans entraver ma vie privée, puisque je suis toujours avec la même épouse, etc., en essayant évidemment de combiner l'équilibre qu'il doit y avoir entre la vie de famille et la vie professionnelle, mais je ne peux pas m'empêcher évidemment de réfléchir foot, de penser, d'apprécier tel coach, ce qu'il cherche, comment il va réagir. Donc voilà, je me nourris tous les jours et malgré que j'ai avancé dans la profession et avancé dans l'âge, eh bien je suis vraiment pas rassasié. Voilà. Et j'aime toujours autant le foot pour ce qu'il est, c'est-à-dire un jeu incontournable que tout le monde a au moins pratiqué une fois dans sa vie et qui finalement, moi, était la seule possibilité quand j'étais jeune, puisque à mon époque, voilà, on rentrait de l'école, on calait un ballon en dessous de la selle, du vélo, et on tapait 2 pulls pour faire un but, et voilà, et c'était le foot. Et donc, ça m'est resté, et encore une fois, je ne vais pas regarder des matchs qui ne m'intéressent pas, etc. Ce n'est pas boulimique, mais voilà, tout ce qui se dit, tout ce qui s'est fait, tout ce qui est nouveau,
eh bien, je suis toujours très accro. Ta première vraie expérience, elle est ici, à Visé, où tu n'avais pas un travail facile puisque le club venait de descendre en D1 amateur. Tu arrives et là, belle saison, tu remontes directement. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette expérience? Oui, c'est évidemment une très belle expérience. Donc, on m'appelle parce que j'ai participé au tour final en première provinciale et j'ai gagné la Coupe de la province avec Espagnola, mais surtout avec la manière. Et je pense que Visé a toujours eu cette réputation d'une équipe joueuse. Et finalement, c'était la saison où Visé était plutôt mal embarqué en D2. À l'époque, c'était D2, D3. Et à mi-saison, ils avaient appelé beaucoup de joueurs du Standard. C'était même Christian Labarbe qui était venu coacher pour essayer de se sauver. Donc c'était le premier partenariat, je dirais, entre Visé et le Standard de Liège. Mais il n'y était pas arrivé. Donc les joueurs avaient dû céder leur place aux joueurs du Standard, soit via un prêt sur la seconde moitié de saison, et ils descendaient. Donc forcément récupérer ces joueurs après, l'état d'esprit, le mental, la désillusion, etc., c'était délicat. Et je me rappelle très bien les paroles du président actuel, qui était déjà président à l'époque, Guy Thierry, qui me dit, voilà, surtout ne pas descendre une nouvelle fois. Ok, message reçu, on commence la saison, on fait une super préparation, on loupe le premier match et directement je convoque les joueurs parce que je ne suis pas content et je me rappelle, le joueur dit, mais attendez coach, on n'a joué qu'un match, non? Et c'était un mauvais. Et puis finalement, c'était via le tour final, on parvient à coiffer, je pense, Eupen pour le gain de la première tranche, et puis au tour final, eh bien, il y a un souvenir mémorable. Notre opposant, c'était Zult à l'époque et c'était Francky Dury. Et donc, le premier match, on le joue là-bas. On est battu 2-0. Et les buts à l'extérieur comptent double. Donc, voilà, j'ai un sentiment de trop peu. J'en parle aux joueurs directement dans le car en revenant. Et puis, on joue ici le match retour. On est battu 0-1 après 20 minutes. Finalement, Ruby Nelson égalise juste avant la mi-temps, fait 1-1. Je fais un changement. Un joueur, Didier Gans, qui avait joué avec Patrick Gautz, enfin un très bon joueur, mais sa saison n'avait pas été une réussite. Et je lui dis, écoute, on retient toujours forcément la fin de l'épisode, pas le début. Et donc, il y a moyen en 45 minutes que tu deviennes quelqu'un, voilà, dont on se souviendra à viser, etc. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, après 5 minutes en deuxième mi-temps, il donne un premier assist, un deuxième assist, et puis je crois que le résultat final, c'est 6-1 ou 5-1. Et donc, je me rappelle encore Francky Dury qui est resté assis sur le banc pendant 10 minutes en se demandant ce qui s'était passé. Donc ça, voilà, ça c'est la belle histoire. Et c'est comme ça, évidemment, que j'ai commencé en D2, avec notamment, voilà, à découvrir le stade de Bruges, puisque à l'époque, le Cercle, etc. Donc voilà, j'ai combiné ça avec ma vie professionnelle. Donc les journées étaient très bien remplies. Tu fais 4 passages ici à Visé. Quel est ton rapport avec le club et le président, justement? Tu nous en parlais. Je dirais qu'avec le club, il y a encore beaucoup de personnes qui y sont, qui travaillent évidemment au niveau des infrastructures, enfin de tout le maintien du club. Et donc ça, c'est toujours un plaisir, je reviens, etc. Le président, bien sûr, ça a dépassé, même si je l'appelle toujours Prési, je ne suis jamais arrivé à l'appeler Guy. Je pense que c'est plus une question de respect. Voilà. Oui, le rapport président-coach s'est transformé en amitié, tout en ayant toujours la possibilité de se dire les choses, bien entendu. Mais c'est certainement le président qui m'a marqué sur toutes ces années, de par sa loyauté, de par son humanité, de par ses qualités. Et je dis, bon voilà, maintenant c'est une amitié sincère. Et vous savez, dans le monde du foot, on connaît de bons moments et de mauvais moments, et donc on les a partagés. Voilà. Et je dois dire, c'est à 5 minutes de chez moi, donc la région je connais. Donc voilà, c'est un lien vraiment très très particulier. On y est bien ici à Visé. Ouais, voilà. Ensuite, tu quittes le club, besoin d'une petite pause. Tu nous disais justement que tu enchaînais travail plus le coaching. Exact. Tu deviens adjoint au Standard. Et puis là, nouvelle expérience en tant que coach à Mons cette fois, où une nouvelle fois, la situation est à peu près la même. Un club qui vient de descendre en D2 cette fois. Absolument. Et qui peut peut-être remonter le plus rapidement possible. Oui, voilà. En fait, donc après mon passage au Standard, comme adjoint, comme tu l'as souligné, où là c'est Prud'homme qui m'appelle. Et donc,
c'est là vraiment que j'ai découvert le monde professionnel. Et donc là, j'ai côtoyé des joueurs quand même avec des réputations comme Sergio Conceição, comme Dragutinovic, Vedran Rugneux, Emil Mpeza et j'en passe. Donc c'est costaud, le standard est ce qu'il est, on joue en Europa League. Voilà, là, je découvre vraiment le métier. Et là aussi, mon manque de crédibilité, puisque pas de passé de joueur, il faut pouvoir l'assumer. Mais ça se passe très bien, très bien. Je me rappelle que pour le premier entraînement, je ne devais faire que l'échauffement. Et un échauffement, ça dure quoi, 15 minutes. Je pense que j'ai passé presque 3 heures à essayer de le concevoir. Parce qu'il y a quand même toute une série de paramètres qui changent. Bon, à viser, français-néerlandais, on avait de la bourgeois, c'est facile à gérer. Après, tu tombes au standard, il y a un peu de tout, uruguayen, voilà. Et donc, il y a déjà la première barrière de la langue. Je veux dire, il faut que tes explications soient plus visuelles que parlées, puisque tu ne peux pas, pendant l'entraînement, commencer, même si je me débrouillais en anglais, et qu'aujourd'hui, dans le monde du foot, tout le monde parle anglais, ce n'était pas le cas à l'époque. Et voilà, tu gagnes de la crédibilité, et finalement, forcément, ils oublient très vite que tu n'étais pas un ancien joueur. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'expérience qui m'a marqué parce que j'ai fait le débriefing des matchs, j'ai préparé la présentation de l'adversaire, je coachais les U21 pour les matchs, je faisais des entraînements supplémentaires voilà, quand un nouveau arrivait ou perfectionnement. Donc voilà, là, j'ai fait mes armes. Comme tu dis, un petit peu pour éviter le burn-out parce que voilà, même si j'étais devenu professionnel, voilà, je vais dire que moi, je redécouvrais ça sans mon boulot. Voilà. Chez AXA, j'avais mis pause carrière et donc j'avais un congé sans solde. Et puis alors, on m'appelle à Mons parce que c'est toujours la même chose. Tu fais 2 ans en standard, mais après, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Là, il y a un premier choix qui doit se faire. Est-ce que tu continues dans le monde professionnel ou bien est-ce que tu retournes dans un monde de fonctionnement que tu as connu précédemment? Et donc, Mons m'appelle. Et là, ils viennent de descendre. En fait, c'est l'époque Sergio Brio, qui a beaucoup fait parler d'elle, et ils sont battus le dernier match, je pense c'est 6-1, enfin voilà. Et on me dit pareil, bon, le vestiaire, c'est un peu catastrophique, tous les joueurs qui sont là, le moral, ceci, cela. Et donc, je rencontre le président, on discute de ça. Et finalement, j'ai trouvé un vestiaire voilà, avec de très bonnes personnes. Je suis allé dans un premier temps tout seul, donc sans adjoint. J'ai fait la connaissance de 2 personnages du foot emblématiques, Michel Wintek comme adjoint et Michel Yanakone comme entraîneur des gardiens. Et là, pas un miracle, mais voilà, on parvient à remonter tout de suite. Et je pense qu'il n'y avait que 2 équipes qui l'avaient fait. Parce que c'est très difficile de ressortir de la D2. Donc, de nouveau, une grosse satisfaction, la fête à Mons, voilà, ceci. Et puis alors commence ma carrière comme T1 en D1. Et là, on commence quelques transferts, notamment d'Almat, notamment Nicaise. On réussit vraiment un recrutement, pas coûteux, mais efficace. Et là, on termine, je pense, à la meilleure place du club jusqu'alors. Il y avait toujours, je pense, une vingtaine d'équipes, enfin plus d'équipes que maintenant. On termine dans la colonne de gauche et on bat Anderlecht 3-1, on bat Genk, c'était Bro 6-0. Donc voilà, beaucoup de bonnes choses. Et puis, comme toujours, quand tu es une équipe un peu moyenne et que tu as du succès, c'est très difficile de garder le même effectif. Donc, il y a des départs, notamment du buteur, qui est Momo Daman. Et là, ça devient plus compliqué. Je dis au président, ça va être très difficile parce que tu crées une attente, tu crées une expectative. Les gens veulent toujours plus. Et je dis, il nous faudra plus pour faire au moins l'équivalent, parce que l'effet de surprise n'existe plus. Et c'est là que je suis, je dirais, viré pour la première fois de ma carrière. Voilà. On joue toujours aussi bien, mais on n'est pas efficace. Et donc, voilà, un peu après la mi-saison. Voilà. C'est là que tu deviens un vrai coach. C'est ce que disait Édouard Steele, il me semble, après avoir été viré de Charleroi. Pour être un vrai coach, il faut être viré une fois. Oui, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que c'est très dur. C'est très dur parce que tu t'investis à fond, etc. Et on revient sur un petit peu le thème d'actualité Ronny Deila, c'est-à-dire tu as du succès, est-ce qu'il vaut mieux partir ou rester? Et je pense que j'ai fait passer les sentiments avant le reste. Je me suis dit je vais rester, alors que finalement je sentais que
ce serait très difficile. Donc voilà, mais ça c'est dans ma personnalité. À refaire, tu penses que tu serais parti? Je pense que oui, j'aurais dû, parce qu'il était tellement difficile de faire aussi bien, vu les circonstances, que voilà, quand tu es là, bah, c'est plus facile. Voilà. On va faire un petit bond. Oui. Je te dis 28 juin 2011, tu penses à quoi? Bah, un appel du président du Standard pour rejoindre le Standard maintenant comme T1. Et donc, oui, je suis revenu à Visé, on est de nouveau remonté, et puis j'ai cet appel de Roland Duchâtelet, voilà, qui vient de débarquer aussi au Standard. Et évidemment, voilà, c'est comme la première fois en tant qu'adjoint, quand Prudhomme t'appelle ou quand Duchâtelet t'appelle pour le Standard. Oui, c'est un gros coup hein, de charge émotionnelle et le cardio qui s'emballe, voilà. Comment est-ce que ça s'est fait? Un coup de téléphone et... Oui, un coup de téléphone et puis une réunion avec les responsables du Standard. Et bon, j'avais aussi, parce que jusque-là, j'avais pas d'agent, mais là, j'avais un copain très proche de la direction qui aidait un petit peu Roland Duchâtelet à faire tout ça, Georges Vidal. Et donc, voilà, c'est lui qui avait entre autres pensé à moi, et puis comme mes résultats avec Visé, puis il avait pris ses renseignements auprès du président de Visé, donc voilà, ça s'est fait comme ça, je les ai rencontrés, et ça a marché, on est parti sur un contrat de 2 ans. Est-ce qu'à cette époque-là, ça ne te fait pas peur, parce qu'on a quand même un grand Standard, un club mythique, et en plus de ça, qui est en phase de transition, ils perdent pas mal de gros joueurs, des Witsel, des Defour, pour ne citer qu'eux. Est-ce que tu n'as pas eu peur? En fait, c'est peut-être quelque chose qui me caractérise, c'est que j'ai sauté d'aventure en aventure sans jamais avoir justement cette peur, cette crainte de ce qui allait se passer. Et ce n'est pas de la prétention, de l'arrogance en disant non, je me sens capable de tout, mais quelque part, voilà, je me sentais bien dans le contexte football et voilà, après la proposition, j'anticipe déjà, je me dis oui, je vais faire ça comme ça. Où tu as raison, entièrement bien entendu. Ce qui est difficile, c'est que la première partie de préparation se passe avec toute une série de joueurs, et Dieu sait s'ils sont des joueurs clés. Et donc, même certains matchs amicaux, tu es obligé de les faire jouer, alors que tu sais bien qu'une semaine après, tu ne les as plus. Donc ça, c'est la difficulté, parce que tu te dis, oui. Mais voilà, on a travaillé pour avoir un recrutement, voilà, on a fait ce qu'il fallait. Encore une fois, avec ma personnalité, encore une fois, je pense qu'à ce moment-là, je prends Bernard Smits avec moi, qui m'a quand même accompagné chaque fois ici à Visé, enfin la plupart du temps. Et puis voilà, on fonce. Le reste, entraîneur de gardien, etc., je laisse tout en place. Je ne suis pas du genre à venir avec mon staff. Et puis démarre l'aventure. Et dans cette aventure, évidemment, le plus difficile aussi, c'est que le Standard a tellement une grosse réputation, et quand tu habites la région, voilà. Moi, je ne suis pas du genre à traîner un peu partout. Après mes entraînements, après mes longues journées au stade, je rentrais chez moi. Mais voilà, forcément, le regard qu'on pose sur toi est différent, et il est évidemment différent en fonction des résultats. Donc ça, c'est un gros changement. Voilà. Quand tu es de la région. Est-ce que tu as ressenti pour la première fois cette notoriété liée au poste de coach? Oui, elle avait commencé à Mons, mais avec moins évidemment moins d'aura, moins de. Mais là, oui, bien sûr, parce que tu sais, tu joues l'Europa League aussi, tu as même joué malheureusement que 2 matchs, mais tu entends l'hymne de la Champions League, alors qu'avant ça, tu te régales en l'écoutant dans ton fauteuil. Donc, et puis oui, l'attention médiatique, voilà, au Standard, c'est tous les jours, c'est les interviews, c'est ceci, c'est les réseaux, voilà, c'est d'ailleurs pour ça que dans ces périodes-là, je ne lisais pas la presse. Je ne voulais pas me faire polluer le cerveau ou perdre de l'énergie à essayer de savoir pourquoi on avait dit ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais c'est vrai que là, tu arrives dans une autre organisation, tu arrives à un niveau, voilà, tu côtoies, entre guillemets, le gratin européen par le biais du Standard.
Oui, c'est ça, parce que donc une saison de transition, mais au final, tu fais une très belle saison. Qualification en Play-off 1, tu fais un beau petit parcours en Coupe de Belgique, 8e de finale en Europa League. Est-ce que tu peux un peu revenir sur cette saison? Oui, en fait, tu sais, comme toujours, malgré ce que j'avais fait à Mons, bon, certains se disent, aller chercher Riga pour le Standard. Maintenant, c'est plus courant. C'est devenu beaucoup plus courant d'aller chercher un jeune entraîneur dans la profession et de le placer, parce qu'on regarde d'autres paramètres, etc. Et c'était un petit peu du Châtelet aussi, hein, mais qui finalement a été énormément critiqué, mais qui est un visionnaire. Parce que du Châtelet a été le premier aussi à avoir comme ça cette série de clubs satellites et commencer à créer des galaxies de clubs de foot. Donc voilà, il était visionnaire, c'est un homme d'affaires averti et voilà, il aimait certainement bien ma manière de voir le foot, ma manière de réfléchir et tout. Et donc comme toujours, j'ai d'abord à combattre les incrédules et je ne me concentre pas sur eux, mais seuls les résultats t'amènent à avoir de la crédibilité. Donc ça s'est bien passé. Et comme tu dis, finalement, on arrive en Play-off 1. Il y a quand même des faits d'armes en Europa League, parce qu'on arrive au 8e, pratiquement passé pour les quarts de finale. Donc je pense qu'on est la seule équipe en Belgique à être toujours sur les 3 tableaux. Donc pour une première, c'est pas mal. En fait, de toute cette période-là, il a fallu forcément gérer un peu tout. Et les Play-off 1 auraient pu être nettement meilleurs. Mais comme on jouait beaucoup de matchs, c'est le moment où finalement Mehmet se blesse, ou Syriac se blesse, donc l'arme offensive. Évidemment, ça fait le bonheur d'un joueur puisque Michy Batshuayi nous rejoint et je le lance sur la scène. Et je me rappelle notamment un match à Copenhague où on gagne 0-1 au FC Copenhague, qui était dans sa belle époque, hein, qui était fréquemment en Champions League, etc. Et c'est lui qui marque le but. Donc voilà, il a fallu. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux sans ces 2 accidents imprévisibles. Et finalement, de cette période-là, je n'ai qu'un seul regret, c'est la Coupe de Belgique. Parce que au stade où on est arrivé, eh bien, les clubs phares avaient été éliminés. Et très honnêtement, je crois que je n'aurais pas allé jusqu'au bout. Donc je n'ai pas fait la Coupe de Belgique une priorité, même si c'était toutes les 3, les playoffs, etc., c'était des priorités en soi, mais voilà, je pense que j'aurais dû me rendre compte de l'importance de sortir d'un club comme le Standard avec un trophée. Voilà, parce que finalement, les gens ne se rappellent pas qu'on a fait un super parcours en Europa League, etc., les blessures qui nous ont empêchés de faire encore mieux en Play-off 1. Donc ça, d'autant plus qu'on avait été gagné à Beveren, de nouveau avec un but de la victoire de Michy, donc 1-2, et puis on se ramasse le match retour. Pas que j'ai sous-estimé, que j'ai mis n'importe quoi sur le terrain, mais voilà, ça me reste. Mais bon, pour tout le reste, j'ai vécu évidemment des moments où finalement c'est chaque fois des challenges, quoi. Des challenges. Le match à Poltava est un souvenir aussi. Rien que le voyage, je me rappellerai toujours, on prend un avion, on se demande si on va pouvoir atterrir avec ce genre d'appareil, on prend un car où le chauffeur doit presque sauter dans son changement de vitesse pour mettre la 5e, et on roule des heures, presque au milieu de la route parce qu'il n'y a pas d'éclairage, et puis on arrive là, et ma première réflexion quand on arrive, je voulais faire un petit peu de théorie, et je dis à Peter Ballet qui était mon adjoint, je dis non, on va faire autre chose. J'ai senti pendant tout le voyage que les joueurs n'ont rien dit, n'ont pas rouspété malgré les conditions, et ça c'est déjà un signe. Tu sais, parfois les professionnels, Et je dis, on va passer la vidéo d'Al Pacino, football américain, la fameuse vidéo que tout le monde connaît. Alors il me dit, t'es sûr, coach? Oui, je dis, c'est mon feeling, j'ai eu quelques coups comme ça, et il dit, c'est en anglais, tout le monde ne comprend pas, il ne faut pas comprendre. Je dis, il faut regarder. Et en fait, on a fait ça, et le lendemain, paradoxe, deuxième paradoxe de ce match-là, j'en parle parce que c'est des histoires qui me reviennent comme ça, on nous reprochait souvent de ne pas jouer en 4-4-2. Et ce n'est pas parce qu'on nous reprochait que je l'ai fait, mais je me dis, je les sens bien, on va jouer en 4-4-2. Et c'était pratiquement une des premières fois. Donc ma théorie, elle a été basique. 2 lignes compactes, serrées, ceci, cela. Et puis finalement, on va gagner 0-2 en faisant un match magnifique. Et voilà, ça c'est le genre de satisfaction dans des circonstances où tu te dis, ben voilà,
parvenu à réunir toutes les pièces du puzzle pour finalement avoir un beau paysage, quoi. Voilà. C'est un club mythique, on l'a dit, le Standard. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné là-bas? Comme tout le monde, les supporters. Ouais, vraiment? Ah oui, 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 écoute, j'ai encore revu leur dernier match avec les tifos et tout ça, quand tu regardes vers la tribune. Bon, à l'époque, ma femme venait voir certains matchs, mon fils, ma fille, avec leurs copains, copines respectifs, mais c'est ça, c'est quand tu vois ces tribunes, quand tu vois... J'étais pourtant dans d'autres stades, hein, j'étais à Hanovre où il y avait 60 000 spectateurs, etc. Mais la ferveur du Standard, et quand je vois maintenant, ben voilà, cette ferveur pardon, elle se passe de génération en génération, quels que soient finalement les résultats. Et donc, non, ça c'est impressionnant, honnêtement. Très impressionnant. Ils ont vraiment ce rôle de 12e homme en fait. Oui, 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 oui. C'est incontournable. Maintenant, encore une fois, la passion, elle peut se traduire par les bons côtés, et parfois par des côtés un peu... Mais ça, voilà, c'est ce que la passion génère. Mais non, non, c'est quelque chose... Et puis j'avais un voisin juste en face, parce que dans une rue, je vais dire, sur 30 personnes dans la région de Liège, ben, il y en a 29 qui sont supporters du Standard. Donc voilà, difficile d'être discret. Oui, j'imagine bien. On va passer à un petit jeu, le jeu du j'aurais dû ou je n'aurais pas dû. Oui. Je vais te poser quelques petites questions et puis tu peux enchaîner. Pause. Le principe du jeu est très simple. J'aurais dû ou je n'aurais pas dû. On reprend un événement de la carrière de notre invité et il n'a qu'une seule chose à faire. Compléter la phrase. Bref, je te laisse avec la vidéo, mais n'oublie pas de t'abonner, la liker, la commenter si t'aimes le concept. Allez, bonne vidéo. Si je devais faire le bilan de ma carrière, j'aurais dû. J'aurais dû certainement peut-être rester au Standard pour la deuxième année de contrat. Voilà. Je suis parti à Aspire Academy parce qu'on me l'a proposé pour participer au développement d'une méthode d'entraînement, mais je pense que voilà, j'aurais peut-être dû rester. On va y revenir après. Oui. Lors de la proposition de Blackpool, je n'aurais pas dû. Oui, je pense que là, j'aurais peut-être pas dû aussi longtemps rester sur mes positions, mais je pense qu'en définitive, c'était perdu d'avance. J'y reviendrai et j'expliquerai pourquoi. Ouais, il y aura des petites anecdotes sympas, à mon avis. Ouais. Pour rester plus de 4 matchs au club africain ou bien dans le club algérien dans lequel tu es allé, j'aurais dû. J'aurais dû être moins exigeant, footballistiquement parlant, peut-être parce que je suis un perfectionniste, j'aurais peut-être dû plus échelonner les étapes, mais ce que je n'aurais certainement pas dû faire, c'est faire confiance à certaines personnes. Voilà, ça c'est clair. La confiance dans le monde du football, c'est pas toujours facile. Hein. Non, non, clairement, clairement. Pour être à la place de Tedesco, notre sélectionneur, j'aurais dû. Jusqu'à présent, donc je me mets à sa place, hein, on est bien d'accord. Hein. Jusqu'à présent, je ne vois pas ce qu'il n'a pas bien fait. Maintenant, c'est le début. Ce qu'il a bien fait, c'est accepter forcément ou se proposer. Parce que, quelque part, voilà, le foot est devenu ce qu'il est. Je veux dire, à la tête des équipes nationales, on n'a pas nécessairement des entraîneurs du pays. Maintenant, en ce qui concerne Tedesco, est-ce qu'il aurait dû continuer à faire appel aux anciens, peut-être à garder Witsel? Ça, c'est peut-être le seul point d'interrogation. Mais quand on arrive quelque part, on arrive avec ses idées. Tu aimerais bien être sélectionneur un jour? C'est différent. C'est finalement ce que je n'ai jamais fait dans le monde du foot. Et c'est vrai que c'est différent et je trouve que ça n'arrivera certainement pas, ou alors avec des équipes autres, mais les grandes équipes, évidemment, elles n'ont que l'embarras du choix. Mais je trouve que oui, c'est un job qui me plairait bien, parce que ça me permettrait aussi d'aller voir les joueurs dans leur club, comme j'ai pratiquement entraîné, enfin, dans beaucoup d'endroits en Europe. Oui, ce serait une autre façon de voir le foot et ça pourrait être vraiment super intéressant, oui. Surtout que j'ai un esprit
allez, je parle pour les petites nations, j'aime bien construire, voilà. J'aime bien être à l'initiative de certaines choses, de pouvoir m'occuper, voilà, au-delà du recrutement et des rassemblements, mais de mettre quelque chose en place au niveau du foot, quoi. Quelque chose de solide pour la fédération qui pourrait m'utiliser. Voilà. Ça va, merci. On va retourner sur ta carrière. Oui. Et donc, tu l'as dit, tu quittes le Standard et à ce moment-là, tu développes un nouveau programme d'entraînement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et c'est aussi un programme qui va te permettre d'aller autre part, ailleurs, à l'étranger, et à l'AC Milan quand même. Oui, oui. En fait, ce n'est pas moi qui ai développé le programme. On m'a parlé de ce programme. Je suis allé à l'université de Louvain et puis j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait, ça faisait appel, je dirais, aux connaissances établies concernant le cerveau et sa capacité d'enregistrer les séquences d'entraînement, de réagir. C'est tout l'aspect cognitif, la perception, la coordination. Donc voilà, comme tout ce qui est nouveau et certainement tout ce qui est éducatif, ça m'a intéressé. Et puis, c'est par le biais je dirais, des personnes qui étaient autour de ce projet, eh bien que je suis allé une semaine au Real de Madrid, c'était l'époque de Mourinho, pour coacher l'équipe première, mais je te rassure tout de suite, les meilleurs étaient en sélection nationale, mais enfin il y avait encore des Granero, des Callejon, etc. Donc on a donné entraînement pendant une semaine, et puis là-dessus on nous a proposé de faire une démo à un Spire Academy, Qatar, qui préparait la Coupe du Monde. Et donc, l'objectif, j'étais là comme co-directeur de tous les coachs de l'académie avec un Espagnol. Et donc, c'était de mettre en place un programme d'éducation combinant notamment les vertus de la méthode en question et d'autres aspects. Voilà, ça a été de nouveau une découverte, ça a été de nouveau un autre challenge parce que tu as des entraîneurs anglais, tu as des entraîneurs de toute nationalité, il faut gérer tout ça. Puis j'ai eu l'occasion de travailler avec Raoul, qui jouait à Alsat, mais qui aussi venait un peu nous aider au niveau du coaching, avec Roberto Labbé, qui était le directeur technique de la Real Sociedad, donc très enrichissant, vraiment très très enrichissant. Mon fils est venu me retrouver parce que mon fils, en fait, il a fait partie de beaucoup d'aventures. Il est venu au Standard avec moi, il est venu à l'AC Milan avec moi, il est venu à Spire Academy avec moi, donc voilà. Il est prof d'éducation physique, mais il a partagé cette passion du foot. Et donc, voilà, c'est ce qui m'a amené là. Et l'autre anecdote, c'est qu'à l'époque, je ne sais plus, quelques semaines après avoir mis le pied à Doha, au Qatar, eh bien, j'ai reçu un appel du Football Club brugeois. Et dans un premier temps, c'était pour intégrer le staff. Et il voulait déjà lancer Clément. Donc, alors, je dis, écoutez, non, voilà, je viens de sortir du Standard, je viens d'arriver, c'est pas possible, et certainement pas, même avec tout le respect comme adjoint, puisque je sors comme TA du Standard, etc. Et voilà, ils jouent un match le week-end avec Clément à la barre, et ils se font ramasser à Anderlecht, je pense 3-0, et puis il me rappelle et il dit, en effet, c'est pas comme adjoint, c'est plutôt comme coach. Et on a une vidéoconférence avec Bart Verac, Vincent Manhart et à l'époque un psy, je crois, ou un coach mental. Et puis ils reviennent avec une proposition, un peu comme manager à l'anglaise, un contrat, je pense, si je me rappelle bien, de 3 ans. Et je refuse. Le dilemme. Voilà. Alors ça peut faire partie des questions, j'aurais dû, j'aurais pas dû. C'est une marque de respect vis-à-vis de moi, je trouve, à l'époque. Mais comme je n'avais pas respecté mon contrat au Standard, pour de bonnes raisons, hein, parce qu'encore une fois, le Standard, c'est magnifique, mais avec la famille, avec tout, c'est quand même une pression. Et donc, j'ai dit non. J'ai dit non à Bruges parce que je ne voulais pas qu'on me taxe de quelqu'un qui va d'un projet à l'autre, etc. Voilà. Et maintenant, voilà, ça aurait pu être un succès, ça aurait pu être un échec. Est-ce que les négociations avec Bruges auraient vraiment abouti jusqu'au bout? Voilà, personne ne connaissait cette anecdote, si je puis dire, mais voilà. On peut toujours se dire, oui, si j'étais allé là, peut-être que, mais en finalité, non. Non, parce que voilà, je suis sorti de Spire Academy plutôt que prévu.
parce que mon partenaire ne tenait pas le coup, celui qui avait créé la méthode, et puis ça nous a permis de faire le tour du monde, voilà, présenter cette méthode. On est allé à Galatasaray, on est allé à Monaco, on est allé à Man City, on est allé en Floride, on a rencontré les gens de la MLS. C'est d'ailleurs comme ça que mon fils après est parti en Floride travailler dans une académie de foot. Donc voilà, je veux dire, ce qui est fermé d'un autre côté peut ouvrir d'autres portes ailleurs. Mais il ne faut pas avoir de regrets. C'est vrai. En 2014, maintenant, direction l'Angleterre, la Championship, où Charlton te contacte avec un objectif, le maintien. Alors, on en parlait en début d'interview, un self-made man, c'est un vrai honneur d'être contacté par l'Angleterre. Oui. Encore une fois, hein, c'est par le biais du Châtelet qui encore une fois, fait appel à moi. La particularité, c'est qu'à ce moment-là, je suis engagé par l'AC Milan, de nouveau avec Michel Brunings, avec Grégory Riguin, mon fils, etc. Parce que l'objectif, c'est d'aller coacher les coachs. C'est-à-dire d'installer, ils veulent changer leur méthodologie. Donc on a rencontré Filippo Galli, on a rencontré Allegri, on a rencontré le Milan Lab, qui est une institution, etc. Et donc, et là, on est presque en fin de cycle avec l'AC Milan, mais je suis toujours là. Et du Châtelet arrive avec Charlton, parce que ça va mal, ils sont mal embarqués en championnat. Il me dit le dimanche matin, est-ce que tu sais regarder un match de Charlton en streaming? Ils jouent en coupe, et puis je te demanderai ton avis. Bon, je regarde comme je peux en streaming, et puis le lundi on se rencontre, et il me dit, je viens te chercher le soir pour te conduire à Anvers, tu prends l'avion pour Londres. Le premier match, c'était le mercredi. Et je succède à une légende du club, donc c'est pas facile non plus, là-bas à Charlton. Et ouais, je me rappelle, il vient me chercher à la maison, donc je fais ma valise en 2 temps, 3 mouvements, je suis dans l'avion, j'arrive à Charlton, on me présente le staff, 10 personnes. Et voilà, j'ai un entraînement à voir avant le match du mercredi. Je regarde l'entraînement, je commence avec Y-Scout, je passe des nuits à regarder rapidement mon équipe, que je devais coacher 2 jours après. Et je fais 2 changements dans l'équipe titulaire. Voilà. Et je me rappelle que l'adjoint de Chris Powell, c'était Chris Powell, l'entraîneur qui venait d'être viré, me dit ça va être difficile coach parce qu'il va certainement y avoir des chants en l'honneur de Chris Powell, etc. Et je lui réponds en anglais, don't worry, I don't understand English. Alors il rigole. Et puis c'est vrai qu'il y a les chants pendant le match. Mais l'Angleterre, c'est l'Angleterre, on fait 0-0, on fait un match consistant et je suis déjà applaudi à la fin du match. Et petit à petit, en fait, ce qui m'a aidé dans cette expérience, parce que tu sais, arriver là du jour au lendemain, tu as le premier coach belge, encore une fois, tu es connu parce que tu as travaillé au Standard et tout ça, mais la presse anglaise ne va pas t'épargner. Et je me rappellerai toujours la conférence de presse avant le match. Il y a un journaliste un peu plus âgé dans le fond de la salle. Bon, je parle un peu, etc. Il me pose des questions. Puis il me regarde et il me dit But what about your past as player? On en reparlait, hein, la crédibilité quand on n'a pas été un joueur. Et alors je lui réponds Quite the same that Mourinho and Wenger. Alors il lève la tête et il me dit Well done, bien joué. Voilà. Et c'est ces petites choses-là qui font que, voilà, tu peux être crédible. Mais l'atout numéro 1 que j'ai eu à Charlton, c'était certainement l'analyse vidéo qui venait de Tottenham. Parce que je lui ai expliqué ma manière de jouer. J'ai vraiment, dans le détail, on a passé des heures et des heures et il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, je lui ai dit ce que je voulais voir de l'adversaire. On jouait 3 matchs par semaine, ça s'est super bien passé. J'ai eu la chance de tomber sur un staff éminemment compétent. Et sur les quelques mois que je suis resté, ben, non seulement on s'est sauvé, mais il y a 3 joueurs qui sont repartis en première ligue. Donc c'était une réussite totale, quoi. Voilà. Tu parles beaucoup du Châtelet. Quel est ton rapport avec lui? C'est avant tout un rapport de respect et de professionnalisme. Voilà, c'est quelqu'un qui n'en dit pas de trop. Même si je parle beaucoup, mais je ne suis pas non plus de nature à parler pour parler. Et donc, il y a eu toujours un respect énorme. Et
Si je pense à du Châtelet, c'est parce qu'il a vécu aussi des moments difficiles au Standard. Mais finalement, l'après du Châtelet a montré que ce n'était pas plus facile pour les autres et que ce n'était pas nécessairement mieux. Donc voilà. On va continuer. On fait des petits bonds, hein. On ne parlera pas de toutes les étapes de ta carrière. Tu restes en Angleterre et là tu pars à Blackpool. C'est mémorable. L'Angleterre m'a tellement bien plu que franchement j'ai envie de rester. Et alors, il y a un manager anglais que je ne connaissais pas, c'était pratiquement la première fois que j'avais un agent qui me dit, ben voilà, j'ai vu ce que vous avez fait à Charlton, etc. Et en plus, le dernier match avec Charlton, on va gagner 0-3 à Blackpool, en faisant un match plein. Tu avais laissé ta carte de visite en fait. Voilà, exactement. Et en Angleterre, la particularité, c'est que dans certains clubs, eh bien, ce sont les supporters qui votent un peu. Enfin, il y a des noms qui se dégagent, et moi, sur 4-5 mois en Angleterre, ben, j'arrivais en tête de liste pour Blackpool. Et alors il me dit, voilà, mais je te préviens, qu'il me dit l'agent, tu vas tomber sur un fou furieux, le président, et ça va être difficile. Mais tout ce que tu feras là aura 10 fois plus de valeur. Donc si tu réussis, alors je dis, ben, ma seule condition, c'est que je veux rencontrer le président avant de signer. Et donc je pars sur Londres, on se rencontre dans un hôtel et tout ça, et puis on discute. Et voilà, il a envie de me faire venir. Moi, je me dis, OK, je prends le risque. Et puis j'arrive là à Blackpool. Et je découvre l'envers du décor. À savoir que dès que je suis sur place, pratiquement, il me fait faire le tour des environs en voiture, etc., en me montrant l'endroit. Et puis à un moment donné, il me regarde et il me dit, do you shoot? Moi, je réfléchis, shoot. Shoot à quel point de vue? Qu'est-ce que c'est? Et je dis, non, I don't. I do. Et il me montre, il avait un flag comme ça à sa ceinture. Je me dis, ah oui. Bon, ça c'est une petite anecdote, mais en fait, le vrai problème, c'est que bon, il n'était pas du tout aimé par les supporters, parce que s'il s'appelle Carl Royston, et il les prenait de haut, etc. Et donc, quand on avait parlé la première fois, j'avais dit, voilà, moi je veux que vous respectiez mon recrutement. Voilà, j'ai des idées, là. Et en fait, ouais, il s'en est foutu. Et donc, à chaque fois, il me disait, ouais, c'est presque fait. Je pense que, honnêtement, je suis resté sur Londres peut-être un mois pour préparer la saison. Si je n'ai pas sur Wisecout visionné 300 joueurs, j'en ai pas visionné. Et à chaque fois, il me disait, ouais, OK, puis il n'amenait rien. Et donc voilà, j'ai commencé le match contre Nottingham Forest, qui était le premier match, je pense à 18h. La veille du match, j'avais, je pense, 8 joueurs qualifiés. Et puis la qualification est arrivée petit à petit. On n'était pas le nombre voulu, et c'était même l'entraîneur des gardiens qui était comme deuxième gardien. Et on a fait un très bon match là-bas. On a été battu 2-1 seulement. C'était Stuart Pearce, l'entraîneur, il m'a félicité, etc. Mais voilà, c'était comme ça, et c'est resté comme ça jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça explose. Et les supporters m'adoraient parce qu'ils espéraient que je prendrais le dessus par rapport à quelqu'un qui n'aimait pas. Et moi, finalement, tout ça, je n'aimais pas parce que mon intérêt premier, c'était le jeu. C'était le foot, c'était pas des disputes, des bagarres, ceci, mais ils mettaient des rendez-vous, ils ne venaient pas. C'était très désagréable. Et est arrivé ce qui est arrivé, voilà. C'est-à-dire une rupture parce que c'était injouable. Est-ce que tu considères que tu as une étiquette en tant que coach en Jupiler Pro League? On pense par exemple à Bernd Storck, qui est un peu monsieur maintien. Quand on regarde les expériences que tu as eues, à chaque fois, on retrouve la même chose, des équipes qui sont un petit peu dans le mal, mentalement, et aussi qui viennent de redescendre. Et à chaque fois, tu es là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça que parfois l'idée qu'on peut avoir d'un coach, par exemple, à travers ses statistiques, peuvent être un peu flouées, parce qu'il est clair que quand tu t'occupes plus souvent d'équipes qui sont mal classées, tes statistiques en termes de moyenne de points, etc., sont... Alors que finalement, quand tu sauves une équipe, comme je l'ai fait avec Charlton, voilà, c'est presque un titre. Pour les gens là-bas, c'est... Donc, oui, je pense que chaque coach a une étiquette.
c'est vrai qu'il y a un parallèle, c'est que toute ma première partie de carrière a été vite et avec beaucoup de succès. Pour moi, il me manque un titre, comme je disais, en D1 pour être estimé différemment. Parfois, tu sais comment ça va, il y a des coachs qui gesticulent sur le banc du terrain tout le temps, il y en a qui restent assis. Si on prend Ancelotti, si on prend Klopp, si on prend Mourinho, tout le monde est différent, mais tu as vite une étiquette. Moi, je ne suis pas du genre à brailler, je ne suis pas du genre à m'exciter. C'est pas pour ça que je ne coach pas, c'est pas pour ça que je ne le vis pas. Donc tu peux avoir une étiquette peut-être de moins chaud. Tu te mettrais quelle étiquette, toi? Je dirais que je suis relativement calme de l'extérieur, ça boue à l'intérieur. Je pense que j'ai une forme d'exigence par rapport au jeu, ça c'est sûr. Je suis certainement aussi perfectionniste. Je ne suis pas théâtral, je pense. Je ne suis pas non plus que cérébral. C'est pas parce que c'est pas parce que tu as fait des études que voilà. Il n'y a rien d'incompatible. Et je pense que je suis tout à fait quelqu'un de entre guillemets de normal. Voilà, c'est juste un passionné au bord du terrain qui s'exprime comme sa personnalité lui dit de s'exprimer. Si tu joues un rôle, moi je dis toujours aux entraîneurs qui commencent le métier, n'essayez pas de... Parce que le problème, quand tu as été joueur, tu as 6 entraîneurs différents. Il y en a un particulièrement avec lequel tu as eu de la réussite. D'accord? Tu auras tendance de te dire, c'est la méthode à suivre. Mais peut-être qu'elle ne te ressemble pas du tout. Donc je dis toujours, gardez votre personnalité. Voilà. Et vous trouverez votre voie. Et forcément, j'ai évolué. J'ai évolué. Dans mes entraînements, peut-être même dans le rapport, parce que tu évolues. Mais je ne sais pas quelle étiquette. Ce que je sais, c'est qu'au Standard, parfois, on me trouvait trop bon chic, bon genre. Tu vois, il aurait fallu peut-être que je sois un peu plus comme Luson par moment. Tu comprends? Oui. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça que je ne le vivais pas. Et je le répète, je suis fils d'ouvrier, donc voilà. Il n'y a aucune prétention de ma part. Est-ce que... je suppose que la réponse sera oui, mais est-ce que tu aimes réconcilier une équipe avec son histoire, redorer un petit peu le blason quand on voit les clubs dans lesquels tu es passé et à chaque fois le parcours que tu as fait? C'est vrai, c'est vrai. Écoute, j'ai sauté dans le train, on a parlé des 2 derniers épisodes dans les pays du Maghreb. Écoute, je suis arrivé au club africain, qui est le club le plus titré, avec des millions de supporters dans le monde, mais malheureusement, à chaque fois le même contexte, changement de présidence, c'est un chaudron, c'est un volcan avant que j'arrive. Et moi, encore une fois, ce n'est pas de la prétention, mais je me dis, allez, je vais y arriver. Je vais y arriver. Le gros problème dans ces clubs-là, c'est que, et pareil en Algérie, la JSK est un monument. Un monument. Tu sais, quand je suis arrivé là-bas, conférence de presse en Tunisie, dernier étage de l'hôtel, tu as 60 journalistes, tu as... Voilà. Et moi, dans l'avion, je suis vite en train de regarder avant d'arriver sur mon GSM l'historique du club, et, pour ne pas dire de conneries, pour être cohérent, etc. Et puis alors, tu découvres le vrai contexte, c'est-à-dire, tout ce qui tourne autour, la tendance, le terrain, les particularités du championnat. Moi, j'essaye toujours. Ma première idée, c'est de me dire, si je pouvais rendre aux gens, aux supporters, personnes qui aiment le club, la notoriété, parce que tu as quand même de lourdes responsabilités en tant qu'entraîneur, tu vois. Tu as la capacité, même si tu n'es pas seul, on parle de l'entraîneur, mais tout ce qui fait le succès d'un club, c'est l'entraîneur n'est jamais qu'une partie. L'entraîneur n'a jamais la force que la direction lui donne. Ça, c'est un. Parce que tout seul lutter, la force que le staff peut lui donner. La force par le choix de certains joueurs qui peuvent être tes lieutenants. Enfin, voilà, il faut rassembler toutes les données. Forcément, l'entraîneur est toujours le fusible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une constante dans mes aventures, c'est que souvent, c'était des grands clubs, mais il y avait un problème. Il y avait un problème, ils n'avaient pas renoué avec leur histoire et ils étaient dans la difficulté. Voilà, ça, c'est vrai que c'est une constante. Maintenant, encore une fois, ma préoccupation première, c'était de rendre
voilà, le passer à ces gens-là. Seulement, on ne te laisse pas le temps. Parce que mon idée, moi, quand je commence dans un club, c'est d'essayer de mettre en place quelque chose de solide, pas d'éphémère. Si c'est éphémère, ça ne va pas durer. Si par contre, tu travailles à la solidité de l'équipe étape par étape, et que tu parviens à être bon dans tous les domaines du foot, c'est-à-dire avec ballon, sans ballon, dans les transitions, sur les phases arrêtées, là, tu peux avoir. Et j'ai eu des parcours comme ça, avec 30 matchs sans défaite, etc. Mais on m'avait laissé le temps de mettre les choses en place. Là-bas, je prends le dernier cas en GSK Kabylie, on fait une prépa, comme toujours. Oh, tes entraînements, on copie mes entraînements, c'est génial, c'est ceci, c'est cela. Match amicaux, on les réussit. Premier match arrive. Est-ce que les joueurs paralysés, enfin, surtout pas payés, hein, entre nous, on m'avait déjà dit que ça n'irait pas, mais bon, peu importe. Et on est battu 1-0 à la 93e, sur la seule presque action offensive. Pas de chance. Deuxième match, on joue à domicile, contre l'équipe qui est toujours seconde au classement. On prend un but parce que j'ai dû remplacer mon arrière central qui s'est blessé à l'échauffement juste avant par un autre qui commet la faute. C'est pas bon, voilà. C'est une occasion, on domine, on a une tête sur le poteau, on a une vingtaine de corners, on a un arrêt sur la ligne de l'adversaire avec la main qui doit provoquer carte rouge, etc. On est battu 0-1. Alors là, supporter, c'est déjà la folie. Hein. Tu prends déjà les bouteilles d'eau, pas moi hein, uniquement, hein, les joueurs, tout. Et puis on se déplace dans une autre équipe qui est censée jouer la tête. On a les deux premières occasions, mais malheureusement, résultat, une frappe de 50 mètres à 0. Battu. Donc, tu prends 3 buts, tu marques 0, tu as 0 points, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est la révolution, c'est ceci, c'est cela. Donc, voilà, ça, c'est le côté du métier. Et je me dis, ben voilà, est-ce qu'aujourd'hui, on a le temps de mettre quelque chose en place? Je ne pense pas. Aujourd'hui, le métier d'entraîneur a changé. Et il faut faire avec ce qu'on te donne. Et ça, ce n'est pas un problème chez moi, honnêtement. Moi, je demande juste un peu de temps. Maintenant, dans d'autres circonstances, ça a très bien fonctionné tout de suite. Hein. Ce n'est pas toujours le cas. Mais voilà, je pense que voilà, c'est un métier qui est exigeant et encore une fois, c'est le monde comme ça. Les gens n'ont plus la patience. C'est un mot que tu n'utilises plus dans le monde du foot. Et je comprends avec les nouveaux investisseurs. Si demain on me demande un projet, je ne vais pas me dire écoutez, donnez-moi 3 ans. Ils vont me dire attends, 3 ans. Non, il faut des résultats tout de suite. Ce n'est pas un problème pour moi, très honnêtement. Alors que j'ai un minimum d'armes pour répondre à l'attente. Voilà. Et faites-moi confiance dans mes choix, au moins. Parce que très souvent, les gens, ils te choisissent, mais ils ne te connaissent pas. Hein. Ça dépend qui t'ouvre la porte. Hein. C'est un agent qui est bien avec... voilà. Est-ce que les clubs savent seulement quel style d'entraîneur ils veulent, à part les grands clubs? Et à part les grands entraîneurs, mais vraiment les très grands qui, eux, choisissent leur club. Les autres, t'arrives là, on me donne ça. Et ce n'est pas du tout un problème. Demain, on peut refaire pareil avec moi et je sauterai dans le train. Non, il faut dire que voilà, j'étais consultant pour la TV à gauche et à droite. Je suis allé très souvent à l'étranger, donc on m'a perdu de vue. Et une fois que tu sors du champ de vision, voilà. Justement, est-ce que c'est pas compliqué quand on est passé par le Cercle de Bruges, Metz, le Standard, de revenir un peu en arrière et maintenant d'être coach de visée? Alors on connaît ton rapport avec le club, mais est-ce que professionnellement parlant, c'est pas un peu compliqué? Je pense que c'est pareil pour Jonathan, évidemment, mais je vais dire qu'il y a une chose qui ne change pas chez moi, c'est la passion. Donc, que ce soit à viser n'importe où, une fois que je suis dans mon entraînement, voilà. Et je pense que je reste aussi perfectionniste. Maintenant, les moyens que tu as autour de toi, par exemple, si tu dois visionner l'adversaire, c'est souvent cata, tu ne sais rien voir. Donc, quand tu dois proposer des images à tes joueurs, voilà. La passion que j'ai pour le football, je ne suis pas sûr que tous mes joueurs l'aient de la même façon, mais c'est un peu normal aussi, puisqu'on l'a dit, ils se partagent entre un niveau professionnel, semi-professionnel ou amateur, donc voilà, ils ont aussi d'autres pôles d'intérêt, ce qui est normal.
Maintenant, j'ai la chance parce qu'à Visé, honnêtement, tout est fait de manière professionnelle. C'est-à-dire les joueurs arrivent et j'arrive, les vêtements sont là, les ballons sont nickel, au niveau de la tendance, on a quand même un kiné avant. Bon, l'idéal serait d'avoir un kiné pendant et après. On a un kiné avant, je dirais, voilà, ok, on n'a pas de petit déj ensemble, mais je veux dire, quitte à aller en National 1, Visé est un club quand même, voilà, je suis gâté. L'aire de jeu, ben, voilà, elle est magnifique, elle est pour nous tout le temps. Voilà, c'est vrai que parfois quand on se déplace à l'extérieur, mais la National 1 est quand même d'un bon niveau. Et depuis certainement la venue des U23, elle est très compétitive. Elle est, honnêtement. Moi j'ai toujours dit, parce qu'il faut rendre à Visé ce qui appartient à Visé, Visé a toujours été professionnel, même en amateur. Et ça, c'est pas le hasard, c'est parce que la personne qui dirige, Guy Thierry, a toujours été comme ça, dans ses affaires, mais dans le football. Voilà. Et tout doit être carré, tout doit être fait de manière professionnelle. L'éclairage qu'on a, c'est extraordinaire. Donc, voilà, moi j'ai rencontré des équipes, tu shootes dans le ballon d'échauffement avant le match, tu te fais mal, quoi. Ici, ils sont toujours nickel, il y a tout. Il y a tout. Et c'est aussi pour ça que je dis que Visé aujourd'hui qui voudrait être aidé financièrement, comme pratiquement tous les clubs, ben, on a un passé avec du succès. Hein. Hamdi Arbaoui, il est passé par ici. Il repartait, je lui ai dit tu restes, même si c'était la D3, fais une bonne saison avec nous et tu verras. On est monté, il a fait une deuxième bonne saison en D2, on a terminé 6e, et puis regardez le parcours qu'il fait après. Hein. OHL, Anderlecht, l'étranger. Voilà, on a Raphaël Lecomte qui venait de nulle part, on a Baptiste Schmisser. Bon, voilà. Et donc, je trouve que Visé, c'est l'endroit idéal. Vous avez des jeunes, vous voulez les mettre dans un bon contexte de compétition, la Nationale 1 en état, parce qu'ils vont pouvoir se frotter aux meilleurs jeunes des grands clubs ou à d'anciens joueurs expérimentés. C'est un endroit calme, c'est une ville agréable parce qu'il n'y a pas trop de distractions. Et c'est important aussi pour des jeunes. Bon, il n'y a pas un public extraordinaire, mais si on pense à la pression que peuvent mettre certains publics, ici au moins, voilà, je trouve que le contexte visétois est idéal. Donc voilà, moi non, c'est pas difficile, parce qu'encore une fois, on nous met les moyens ici. Maintenant, ce qui est difficile, je viens de l'évoquer, c'est de jouer devant souvent des stades vides, alors que tu as été habitué parfois. Tu sais, quand tu vas jouer à Brighton, quand tu vas jouer à Fulham, quand tu es un peu consultant pour l'équipe première, moyennement consultant à l'AC Milan, et que tu vis des derbies à l'AC Milan quand on était là-bas, voilà, c'est sûr que ça manque, mais avec moi, ça ne dure jamais longtemps parce que finalement, voilà, moi, tout ce qui m'importe, c'est un match réussi, c'est un entraînement réussi. Voilà. Dernière petite question, tu parlais des distractions justement. Est-ce que c'est facile en tant que coach à Visé, où justement tu le disais, on est aux portes du monde professionnel, mais on n'est pas vraiment professionnel, certains ont un travail, etc. Est-ce que c'est facile de gérer les sorties, les conditions de vie, etc., l'hygiène de vie? Je pense que ça, en tant que coach, on essaye toujours de sensibiliser. Et ce qu'il faut pouvoir faire, c'est aussi vivre avec notre époque. Je veux dire, on ne peut pas demander à... Nous on prend la masse graisseuse, on prend le poids, on prend... En fait, si on part du principe que l'entraîneur est un réducteur d'incertitude, hein, parce qu'il y a quand même une bonne part de chance après, etc., on essaye de tout faire, voilà, pour interpeller les joueurs. Okay? Maintenant, voilà, on n'est pas à l'époque... Moi, je me rappelle avec Luciano Donofrio au Standard, quand il était président du Standard, celui qui avait 200 grammes en plus, c'était corsé. Hein. À raison. Mais ça, évidemment, on ne peut pas nécessairement le faire ici. Maintenant, il doit s'installer, je pense, un climat de confiance réciproque. Voilà. L'époque de Giroud qui faisait les dancing pour aller rechercher les joueurs, qui la faisait trop longue, ou que sais-je, c'est terminé. Il doit... De toute façon, il faut bien se dire une chose, c'est que celui qui n'a pas le comportement adéquat et qui accorde trop d'importance aux sorties, et on va le voir sur le terrain, on va le voir à l'entraînement, on va le voir en match, et donc en finalité,
Et il se punit lui-même. Voilà. Et donc forcément, moi je ne suis pas dupe non plus. Donc voilà, je n'ai pas à me plaindre de ça en tous les cas. Et ici, je trouve que voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas finalement abouti aux envies du président et à ce qu'on voulait faire cette année-ci. Bon, moi je suis arrivé en cours de route, mais je veux dire, parvenir à être là au-dessus, il y a des raisons et il s'en est expliqué. Mais pour le reste, voilà, j'ai passé de super moments cette saison-ci aux entraînements. On a eu des prestations vraiment très abouties. Donc comme je dis, après c'est une question de confiance réciproque. Ben, c'est sûr que je ne suis pas dupe. Hein. Je veux dire, si le matin je croise un qui parle comme ça pour éviter que... ou qui a les yeux un peu... Bah oui, je saurais. Alors soit je le prends à la fin de l'entraînement et je dis, écoute... c'est un mardi ou c'est un lundi, c'est le lendemain du match ou quelque chose, je peux admettre, mais ne viens pas dans cet état-là la veille de match, quoi. Voilà. Et certainement pas le jour de match, mais c'est pas arrivé, non. Non, voilà. Mais ça, c'est aussi dans le choix des joueurs, dans le choix des personnes, mais bon, on ne va pas leur demander de vivre comme des moines alors qu'on ne l'a pas fait nous-mêmes. Hein. Je veux dire, et puis voilà, quand ce n'est pas comment je veux dire, ça ne leur permet pas entièrement de vivre de ça. Donc voilà, il faut toujours avoir le bon niveau d'exigence. Et voilà, moi j'ai vécu tous les niveaux, je me suis adapté de tous les niveaux. C'est pas pour ça que je ne suis pas rigoureux, c'est pas pour ça que je ne suis pas exigeant, c'est pas pour ça qu'il doit y avoir une discipline librement consentie. Mais à ce niveau-là, j'ai jamais eu de problème, que ce soit dans le vestiaire du Standard ou dans le vestiaire de Visé, voire bien évidemment à mes débuts. Voilà. Eh bien, merci, José Riga. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que Visé, comme tu dis, puisse retrouver ce qu'il mérite, c'est-à-dire une place plus haut, que le président soit, je ne le souhaite pas, je le souhaite au président, soit finalement aidé. Pour le reste, voilà, d'abord la santé pour toute la famille, et puis qui sait, on ne sait jamais. Football, voilà, on a un appel et puis on découvre autre chose. Donc voilà, je suis toujours avide de nouvelles aventures, mais là je suis concentré sur le futur de Visé. Merci beaucoup. Merci. Tout ce qui se passe dans le canap reste dans le canap.